Parfait, merci. Donc, comme je venais de vous l'expliquer, ce webinaire avec Philippe Subra s'inscrit dans notre chantier conflits et projets. L'objectif de ce chantier, c'est de mieux comprendre les causes de la conflictualité croissante qu'on a observée sur les scènes de la concertation. Ce webinaire aujourd'hui a été précédé de 2 webinaires, le premier avec Sophie Wanich et le second avec Patrice Mellet. Nous travaillons également sur un recensement de bibliographie en cours et nous aurons ensuite un travail après l'été d'atelier de partage d'expériences. On peut passer à la slide suivante. Donc, Philippe Subra est géopolitologue et il est professeur émérite à l'Institut français de géopolitique. C'est un spécialiste des conflits territoriaux. Son dernier livre s'appelait Zone à défendre. Et j'ai envie de poser 2 questions pour introduire l'intervention de Philippe. Quelle est, de votre point de vue, cette fréquence ou l'intensité des conflits qu'on observe d'un territoire à l'autre? Est-ce que pour vous, cette fréquence et cette intensité, elle est différente d'un territoire à l'autre, et quels en sont les déterminants? Et la seconde question, est-ce qu'on peut véritablement parler d'une radicalisation de la contestation et comment peut-on l'expliquer? Je vous propose, Philippe, de prendre la main sur votre intervention. Ouais. Alors attendez, j'essaye voilà, de partager mon écran. Parce que comme je suis un garçon sérieux, j'ai prévu un PowerPoint. Voilà. Donc pour compléter la présentation de Christophe, bon d'abord merci de cette invitation. Je suis ravi de cette occasion de débattre avec vous. Bon, c'est effectivement un sujet sur lequel moi je travaille depuis longtemps, pratiquement depuis 25 ans, ce qui ne me rajeunit pas. J'ai publié un certain nombre de livres sur ces questions-là, et puis donc j'ai dirigé l'Institut français de géopolitique, et pendant très longtemps un master professionnalisant sur les questions de géopolitique locale et notamment de conflits d'aménagement. Et puis pour compléter cette présentation, je suis membre du comité de rédaction, là aussi depuis très longtemps, d'une excellente revue universitaire sur la géopolitique qui s'appelle Hérodote, qui a été fondée par un très très grand géographe, Yves Lacoste, il y a maintenant presque 50 ans. Alors, je suis un spécialiste de géopolitique locale, c'est-à-dire que je suis un géographe un peu spécial, puisque je fais de la géopolitique. Et parmi ceux qui font de la géopolitique, je suis un oiseau encore plus rare, parce que je m'intéresse aux conflits locaux, autour de projets d'aménagement ou autour d'enjeux environnementaux. Ce qu'on est extrêmement peu nombreux à faire, non pas parmi les géographes, mais parmi ceux qui se réfèrent à la géopolitique. Alors, je suis conscient que l'association des mots géopolitique et aménagement ou environnement ne va pas de soi, parce que le mot géopolitique, il évoque des conflits internationaux, des guerres civiles, des réalités extrêmement dures, violentes, donc typiquement en ce moment évidemment la guerre en Ukraine, alors que le mot aménagement, lui, à l'inverse, il évoque des réunions plus ou moins animées, quelquefois soporifiques, des plans, des schémas, des projets avec une forte technicité, des documents de planification. Et donc, voilà, a priori, on peut se demander quel est le rapport entre les 2 termes et en quoi la géopolitique, la démarche géopolitique, l'utilisation des concepts et des raisonnements de la géopolitique que tout le monde aujourd'hui connaît plus ou moins, appliqués aux conflits internationaux ou internes, comme en Syrie, que l'on connaît. Comment cette utilisation de la géopolitique peut apporter un certain nombre de choses à la compréhension
des conflits d'aménagement et des conflits environnementaux. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire dans un premier temps, et ça me permettra de répondre à votre question, Christophe, sur le rôle des territoires, du contexte territorial. C'est un des éléments qui alimente le raisonnement géopolitique quand il s'applique à des conflits d'aménagement. Et puis, je répondrai aussi à votre deuxième question, en tout cas j'essaierai. Et puis, je voudrais aborder aussi à la fin, donc c'est le bonus en plus de ce qui m'était demandé, un certain nombre de points en termes de perspective, d'hypothèses de travail pour le moyen et long terme du champ de la contestation. Vous voyez bien mon diaporama, en fait? Oui? D'accord. Alors, Oui, on voit plusieurs diapos, hein, Monsieur ah Subra. Je ne sais oui, pas si c'est c'est parce que vous le indispensable. voyez en... Alors, En mode moi, intervenant, je en fait. l'ai mis en mode présentateur. Il me semble que si vous allez sur utiliser un diaporama au-dessus, peut-être. Sauf que je n'ai pas utilisé un diaporama. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais l'arrêter. Je vais le mettre en mode plein écran. Vous l'avez en mode plein écran? Ouais, c'est parfait. Voilà. Merci. Alors, comment analyser ces conflits? Bon, donc, il y a toute une série de disciplines, sciences politiques, sociologie politique, géographie, aménagement, qui abordent la question des conflits d'aménagement depuis des dizaines d'années. Et parmi toutes ces approches qui sont tout à fait intéressantes et dont personnellement je me nourris, il y a une approche un peu particulière qui est l'approche géopolitique. Elle vise en fait à répondre, je dirais, le plus clairement possible, le plus précisément possible, à des questions que chaque citoyen peut se poser et chaque acteur de ces conflits, qu'il soit maître d'ouvrage, élu ou opposant. Première question, pourquoi le même projet donne lieu à un certain endroit à un conflit particulièrement intense, alors qu'ailleurs, le même projet est mis en œuvre sans encombre? Pourquoi tel conflit se durcit-il alors que tel autre perd en intensité? Quel impact ont eu les procédures de concertation dans tel ou tel conflit? Et finalement, parce que c'est la question décisive, pourquoi dans un cas, les opposants l'emportent-ils, alors que dans un autre cas, c'est les partisans du projet qui l'emportent? Ouais, ce sont des questions qui ne sont pas formulées dans des termes complexes, mais ils sont formulés dans des termes que chaque citoyen, confronté à ces situations, chaque acteur peut se poser. Donc je pense que c'est des vraies questions extrêmement intéressantes. Alors l'idée de départ dans la démarche géopolitique, c'est que ce que se disputent les acteurs d'un conflit d'aménagement ou autour d'un enjeu environnemental, en fait, c'est le contrôle d'un territoire. Exactement comme dans un conflit géopolitique classique. C'est le contrôle du territoire qui permet l'usage du territoire. Et quand on sait qui a l'usage du territoire, on comprend qui a le contrôle du territoire. Donc les deux réalités, les deux phénomènes sont absolument liés. Évidemment, le projet d'aménagement, c'est un projet d'usage du territoire, mais à l'inverse, le refus du projet d'aménagement, c'est aussi l'expression d'un projet d'usage du territoire, alternatif, contradictoire, avec d'autres priorités, avec d'autres bénéficiaires, obéissant à une autre conception de l'intérêt général. Alors, c'est donc le même schéma que dans un conflit géopolitique classique. Et donc, ce que je vais dire va peut-être surprendre, mais quand les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes affrontent les promoteurs, porteurs du projet, notamment l'État et Vinci, eh bien, ils nous donnent à voir une situation comparable à celle de la guerre en Ukraine,
où Russes et Ukrainiens se disputent le même territoire. Bien sûr, il y a des différences extrêmement importantes entre ces conflits géopolitiques autour d'enjeux d'aménagement ou environnementaux et les conflits géopolitiques classiques. C'est évident. Le niveau de violence, par exemple, est absolument incomparable. En France, en 40 ans, on a eu 3 morts liés à des projets, à des contestations environnementales ou d'aménagement. C'est exactement ce que produit en 30 minutes le conflit syrien depuis 11 ans. Donc on n'est pas du tout dans le même niveau de violence. On n'est pas du tout dans le même niveau de couverture médiatique. Elle est beaucoup plus faible, régionale, nationale éventuellement, très rarement internationale, que dans les conflits géopolitiques classiques. Et puis enfin, ces conflits n'opposent pas des États entre eux. L'État y joue un rôle, mais parmi d'autres acteurs, les collectivités territoriales, les élus locaux, les ONG, les associations, les entreprises, les chambres de commerce, etc. Donc il y a des différences importantes, mais qui n'empêchent pas que ces conflits obéissent finalement à la même logique et que l'utilisation des raisonnements et des concepts qu'on a forgés pour comprendre les conflits géopolitiques classiques a une réelle plus-value scientifique, permet réellement de comprendre plus efficacement ce qui se passe dans un conflit d'aménagement. Donc la question qui est la question générale de toute démarche scientifique, c'est de comprendre ce qui se passe. Pourquoi ce qui est arrive. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la géopolitique, mais je voudrais revenir sur 4 concepts, dont le concept de territoire que soulevait Christophe Carlin tout à l'heure. C'est évidemment un concept essentiel. Un territoire, ce n'est pas un simple espace. C'est un espace qui est l'objet de pratiques ou de projets d'appropriation par un ou plusieurs acteurs. Et quand ces projets sont contradictoires, ce qui est assez fréquemment le cas, eh bien, ça débouche sur une réalité qui s'appelle un conflit. Donc, le territoire est l'enjeu du conflit, mais il est aussi le cadre du conflit, car très souvent, une grande partie des opposants sont issus du territoire. Et donc, les caractéristiques d'un territoire, du territoire où se situe le projet contesté, jouent un rôle majeur dans le déroulement, dans l'intensité d'un conflit d'aménagement, et donc finalement, dans son résultat. Qu'est-ce qui joue parmi ces caractéristiques? Évidemment, la valeur environnementale et patrimoniale d'un territoire. Ça saute aux yeux, mais en fait, je pense que ça n'est pas le principal. Évidemment, la composition sociologique, car toutes les couches sociales n'ont pas la même sensibilité culturelle, n'ont pas les mêmes compétences conflictuelles, n'ont pas les mêmes réseaux. Mais ce qui joue finalement peut-être encore plus, et qui est très souvent négligé, c'est l'histoire conflictuelle des territoires, et plus largement leurs caractéristiques culturelles et identitaires. De ces 3 points de vue, les territoires en France sont extrêmement variés. Donc il est extrêmement difficile de dire avant sur un projet donné dont on a les caractéristiques techniques, quel va être leur impact, sauf à prendre en compte une analyse précise, une étude de contexte précise de ce qui caractérise le territoire d'implantation. Alors, certains de ces territoires ont un potentiel conflictuel extrêmement important et donc présentent un risque très élevé de contestation. Je vais prendre un exemple. Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique. Du point de vue de la politique des transports et de la politique d'aménagement du territoire au sens classique du terme, en termes de développement territorial, c'est certainement un très bon choix d'implantation pour un aéroport international. Le Grand Ouest est désenclavé. Nantes est une métropole extrêmement dynamique et qui n'a pas la desserte aéroportuaire qu'elle mérite, contrairement à Lyon, Marseille, par exemple. Mais c'est aussi le pire territoire du point de vue conflictuel, parce que c'est un territoire qui a une population de
largement composé des nouvelles couches moyennes et d'étudiants votant à gauche ou écologistes et qui sont très sensibles aux thématiques environnementales. Parce que l'influence de la Confédération paysanne est importante dans le milieu agricole et parce que ce territoire a une histoire, une tradition contestataire très forte, avec l'ancienneté de l'implantation anarcho-syndicaliste à Saint-Nazaire, avec la première grève ouvrière de mai 68 à Sud Aviation dans la banlieue de Nantes, et avec le mouvement des paysans travailleurs dans les années 60, qui est né en Loire-Atlantique et qui a par la suite donné, par fusion avec les paysans du Larzac, la Confédération paysanne. Donc davantage que la valeur environnementale du site de Notre-Dame-des-Landes, composé de bois et de zones humides, des espaces intéressants du point de vue environnemental, mais qui n'ont rien d'unique et de remarquable, ce sont ces trois facteurs: la population, l'influence de la Confédération paysanne et l'histoire, l'identité contestataire du territoire qui explique le déclenchement, la durée dans le temps, l'intensité du conflit et en partie son issue. Alors, à l'inverse, d'autres territoires ont des potentiels conflictuels faibles, une population vieillissante, une faible densité, pas d'histoire de lutte, comme la Meuse, et ça, ce fut une des raisons, avec d'autres, géologiques, techniques, etc., du choix de Bure dans la Meuse pour y implanter le projet CIGEO. Alors même si dans ce cas, la faiblesse du point de vue de la contestation a été compensée par l'importation de militants venus de l'extérieur qui se sont installés sur le territoire pour lutter contre le projet de laboratoire de l'Andra. Alors, deuxième concept clé, le concept d'acteur. Le territoire, finalement, n'est important que parce qu'il produit des acteurs de la contestation. Sans acteurs pour mener la contestation, il n'y a pas de conflit. Si les acteurs côté de la contestation sont faibles, s'ils sont peu efficaces ou s'ils sont dévisés, le conflit sera de faible intensité et sans impact sur le projet. Ces acteurs ont des intérêts contradictoires, ils ont des objectifs au service de ces intérêts, ils ont une stratégie plus ou moins élaborée pour atteindre ces objectifs, ils font des choix tactiques, judicieux ou pas, ils nouent des alliances, ils communiquent bien ou mal, exactement comme le font les acteurs d'un conflit géopolitique classique. Et exactement comme dans un conflit géopolitique classique, ces différentes compétences des acteurs du conflit vont jouer un rôle très important dans l'issue, dans le déroulement et dans l'issue du conflit. Compétences organisationnelles, juridiques, communicationnelles et dans certains cas militaires quand il y a des phases d'affrontement sur le terrain. Alors voilà, donc on a un déroulement du conflit jusqu'à son issue, qui est évidemment en fonction du projet, mais le même projet sur un territoire différent ne donnera pas le même niveau de conflit. Un projet d'éolienne, même nombre de turbines, même taille des installations, dans le Gard ou en Champagne-Ardenne, ne donnera absolument pas le même résultat. Le moment joue un rôle important. Lancer un conflit à potentiel contestataire juste avant des élections locales, c'est s'assurer un conflit majeur. Et ensuite, c'est le jeu des acteurs, les choix stratégiques, les choix tactiques, leurs compétences, leurs capacités qui vont expliquer ce qui se passe dans le conflit. Alors, excusez-moi, j'ai inversé une feuille. Voilà ce que je voulais expliquer, et on pourra y revenir dans la discussion avec la salle, sur la façon d'aborder le conflit d'un point de vue géopolitique. J'y ajoute deux autres points, deux autres concepts qui sont essentiels. Celui de représentation. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation en géopolitique? C'est une idée
produite et diffusée par un des acteurs sur le projet, est-ce qu'il est bon du point de vue de l'intérêt général ou au contraire, est-ce qu'il est contraire à l'intérêt général? Sur le territoire, est-ce que la vallée d'Aspe, site du conflit autour du tunnel du Somport, est, comme le disent les opposants, la dernière vallée sauvage des Pyrénées? Sauvage, c'est un terme très intéressant à étudier du point de vue des représentations. Ou est-ce qu'au contraire, c'est un passage nécessaire, un axe pour fluidifier la circulation des marchandises entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe? Est-ce que la Loire, c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe, comme le disaient les opposants au projet de barrage, ou est-ce que c'est une menace du fait des crues centenales? Et enfin, des représentations sur le conflit lui-même. Qui est responsable du niveau de violence? Est-ce que c'est l'écoterrorisme du Black Bloc ou est-ce que ce sont les violences policières? Ces représentations produites, diffusées par chacun des camps permettent de construire un récit, des récits contradictoires, concurrents, qui justifient le combat mené contre le projet ou pour le projet. Ces représentations sont à visée interne à chaque camp. Elles visent à mobiliser les troupes dans le contexte d'affrontement difficile à vivre. Elles visent à donner un sens au combat qui est mené. Mais elles ont aussi une visée externe, essentiellement vis-à-vis de l'opinion publique, aussi vis-à-vis du gouvernement qui est décideur au final, parce que cette bataille, ce combat autour d'un projet, se mène et se gagne en très grande partie devant l'opinion publique. Enfin, le quatrième concept clé, et il découle des précédents, c'est le concept de rapport de force. C'est le rapport de force entre les acteurs qui explique au final le résultat d'un conflit. Un rapport de force qui est construit par ces acteurs, par leurs actions, par leurs réactions, par leurs interactions. Et je vais prendre un exemple pour moi qui est vraiment du pain béni, qui est extraordinaire pour expliquer ce rôle des rapports de force. C'est l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Quand Édouard Philippe, en janvier 2018, annonce et décide d'abandonner le projet d'aéroport du Grand Ouest, cette décision n'est pas motivée par le fait que le projet, à ses yeux, serait un mauvais projet, inutile ou moins bon que la solution alternative de l'agrandissement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. On peut même penser, au vu du parcours politique, professionnel d'Édouard Philippe, qu'il a plutôt tendance à être favorable à ce type de projet. Alors pourquoi est-ce qu'il l'abandonne? Il l'abandonne parce qu'il estime, il fait l'analyse, que le coût politique d'un maintien du projet, c'est-à-dire la poursuite du conflit pendant X années, est supérieur au coût politique de l'abandon du projet. Donc il fait une analyse froide, politique, entre ce que risque de lui apporter et de lui coûter l'une et l'autre décision. Et il tranche en faveur de l'abandon. Avec raison, comme le montreront d'ailleurs les sondages sur la façon dont l'opinion publique perçoit cette décision. Et je voudrais simplement le citer dans sa déclaration de janvier 2018. Les conditions, dit-il, ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un tel projet d'aménagement qui structure un territoire pour un siècle ne peut pas se faire dans un contexte d'opposition exacerbée entre deux parties presque égales de la population. Qu'est-ce qu'il nous dit avec ces mots? Il nous dit, entre les lignes, mais clairement, que le gouvernement ne peut pas imposer un projet qui a rencontré une telle opposition. Et donc qu'il prend acte du rapport de force que les opposants ont réussi à créer. Voilà donc
ce que je voulais expliquer sur la façon dont on peut analyser ces conflits en utilisant les concepts et les raisonnements de la géopolitique. Voyez bien que dans les termes que j'ai utilisés, territoire, acteur, représentation et politique de communication, rapport de force, on a des termes de la géopolitique. Alors là, je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à la première question de Christophe Carlin, mais ça, il me le dira après. Le deuxième point que je voudrais aborder, là aussi en réponse cette fois-ci à sa deuxième question, c'est la question de la radicalisation de la contestation. On a tous en tête les déclarations de Gérard Darmanin dénonçant la volonté de tuer des policiers de la part d'une partie des manifestants de Sainte-Soline et parlant d'éco-terrorisme. Alors, après, il a un peu rétro-pédalé en parlant d'éco-sabotage, mais le terme a frappé, et non sans raison. La première chose que je voudrais dire, c'est que, pour moi, de manière évidente, si on regarde ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est un terme qui est totalement outrancier et qui n'a pas de fondement juridique. Ou alors les mots n'ont plus aucun sens. Saboter une conduite, ce n'est pas poser une bombe dans le métro, ce n'est pas tirer à la Kalachnikov sur la terrasse d'un café ou dans une salle de spectacle, ce n'est pas bombarder sciemment une clinique. Ça ne vise pas à créer de la terreur chez l'adversaire. De même, lancer un cocktail Molotov sur un gendarme mobile, ça a une qualification juridique précise. Ça s'appelle violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. C'est un acte grave, sévèrement puni, mais ce n'est pas du terrorisme. Pour autant, l'usage du terme par Gérard Darmanin n'est pas irrationnel. Ce n'est pas une erreur de communication. Il relève de la manipulation et vise à criminaliser des opposants en se servant, et tout en servant l'agenda politique personnel du ministre de l'Intérieur. À noter que celui-ci se garde bien de qualifier d'agro-terrorisme des actes de même niveau commis par des militants syndicalistes agricoles, comme les militants de la coordination rurale proche de l'extrême droite, menaçant de mort des opposants au projet de barrage de Caussade, ou les dégradations de biens de militants écologistes en Bretagne. Deuxième remarque, ce discours est tenu depuis très longtemps par la FNSEA, qui parlait déjà de djihadistes verts à propos des opposants de Sivens en 2014. Et donc, voilà, est-ce que le soulèvement de la terre, c'est l'équivalent de l'État islamique? Évidemment, non. Cet usage conjoint par l'État et par la FNSEA de ce type de qualificatif, de ce type de discours, est finalement une preuve supplémentaire de l'alliance fondamentale qui existe depuis longtemps entre l'État et la FNSEA, et dont on a toute une série de preuves, comme le maintien d'autorisation des néonicotinoïdes, la création de la cellule Déméter par la gendarmerie nationale, la tolérance face aux prélèvements sauvages par les agriculteurs irrigants, l'affaiblissement des moyens de contrôle des inspecteurs de l'environnement et des consignes qui leur sont données d'user de pédagogie plutôt que de réprimer. Alors, il est intéressant de voir ce que le terme d'écoterrorisme a représenté dans le passé. Il y a des cas d'écoterrorisme, y compris en France, dans les années 70, des attentats contre EDF, un attentat contre le domicile de Marcel Boiteux, attentat à la bombe, directeur général d'EDF en 1977, des attentats contre des installations de Brennilis en Bretagne en 1975 et 1979. Il y a aussi l'exemple dont vous vous souvenez peut-être de Yuna Bomber, Theodore Kaczynski, un écoterroriste américain solitaire qui a commis 16 attentats à la bombe et fait 3 morts entre 1978 et 1993. Mais en fait, c'est à peu près tout.
Et c'est peu, alors que plus de 1700 défenseurs de l'environnement ont été tués entre 2012 et 2022 dans le monde, essentiellement en Amérique latine, Mexique, Colombie, Brésil. Et donc, il y a une certaine indécence, mais encore une fois, elle sert un projet géopolitique de communication en imposant une représentation des écologistes comme flirtant avec le terrorisme. Alors, pour autant, la question de la radicalisation se pose, évidemment. Et il me semble que pour commencer à y répondre, il faut commencer par préciser ce qu'on entend par le terme de radicalisation, qui est un terme aujourd'hui extrêmement connoté. Quand on pense radicalisation, on pense d'abord, parce que ça a été l'actualité des dernières années, à la radicalisation islamiste d'un certain nombre de musulmans de convertis qui les a amenés à commettre des actes de terrorisme, au sens, pour cette fois, exact, plein du terme. Alors, le premier sens qu'on pourrait donner au terme, et celui qui vient immédiatement à l'esprit, c'est celui d'une radicalisation des modes opératoires des militants écologistes, de leur répertoire d'action. Par exemple, le recours de plus en plus fréquent à des actes de sabotage d'installations existantes ou de chantiers. Une multiplication et une plus grande violence des affrontements avec les forces de l'ordre ou avec d'autres acteurs, partisans des projets, notamment agriculteurs. Le deuxième sens qu'on peut y voir, c'est celui d'une radicalisation du discours et des objectifs stratégiques des revendications des opposants, avec l'objectif global d'un zéro aménagement. Car tout aménagement contribuerait au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, notamment à travers la production de gaz à effet de serre et à l'artificialisation des sols. Il est évident qu'un tel discours ne laisse pas de place au compromis, à la mise en place de mesures d'accompagnement, au redimensionnement des projets, à des mesures de compensation. Il est évidemment mortifère pour ce qui vous intéresse, c'est-à-dire la concertation, car pour ces opposants qui tiennent ce type de discours, il n'y a pas d'autre issue acceptable que la victoire et l'abandon du projet. Et évidemment, ça a une répercussion sur la façon dont se déroulent les réunions de concertation, que ces opposants sont évidemment tentés d'utiliser comme le théâtre d'actions de concertation et non pas le lieu d'un dialogue avec d'autres acteurs qui ont une vision différente de l'intérêt général. Enfin, dans une version basse, la radicalisation peut signifier une augmentation du nombre de conflits sur des objets jusque-là relativement épargnés ou un durcissement de conflits qui jusque-là étaient de faible intensité. Donc, au final, une élévation du niveau global d'intensité ou du niveau moyen d'intensité des conflits, sans que nécessairement les conflits les plus durs soient encore plus durs. Voilà, à mon avis, trois interprétations, trois façons de regarder, de travailler cette question de la radicalisation. Alors, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, d'études qui permettent de mesurer l'évolution des choses et donc de répondre de manière extrêmement précise à cette question, est-ce qu'on assiste à une radicalisation? Mais il y a un sentiment général que, et je dirais presque intuitif, ou que cette radicalisation, en fait, effectivement, est en train d'avoir lieu sous l'une ou l'autre, ou les trois formes que je citais juste avant. Avec plusieurs remarques. La première, c'est que, de fait, il y a une radicalisation qui est en cours depuis une quinzaine d'années avec le phénomène des zones à défendre. Ces zones ont été peu nombreuses, une dizaine en France,
mais elles ont marqué les esprits, elles ont dominé la scène de la contestation environnementale en devenant ce qu'on peut appeler des luttes de référence. Et donc, en influençant la forme, les modalités, le discours d'un certain nombre de contestations d'autres projets, sans qu'il y ait nécessairement ce qui constitue une zone à défendre, c'est-à-dire une occupation permanente d'un site de chantier d'un projet contesté et une résistance à l'évacuation de ce site. L'option de la violence, ça pose toute la question évidemment de la violence qui est au cœur du discours sur l'écoterrorisme. L'option de la violence, elle a été abandonnée en fait par le mouvement écologiste à la suite d'une manifestation contre le projet de Cress-Malville en 1977 et la mort d'un manifestant, Vital Michanon. Et ça a débouché sur la création du Parti des Verts en 82-84 et sur l'adoption de stratégies de lutte légalistes avec une base juridique et le recours à un répertoire d'action qui emprunte très largement aux pratiques syndicales. En 2008, la constitution de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes marque un tournant avec l'entrée dans la contestation des projets d'aménagement d'un nouveau type d'acteurs qui en était absent jusqu'à présent, les altermondialistes. Et avec l'utilisation d'un mode de lutte que je décrivais à l'instant, occupation du site pour empêcher le sentier de démarrer, résistance et l'évacuation, large communication autour de cette résistance, qui va se révéler extrêmement efficace dans un certain nombre de cas, et notamment, c'est les zadistes qui ont gagné et obtenu l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, ça me semble absolument évident, mais qui suppose un certain usage de la violence défensive, mais qui peut basculer à tout moment. L'État, après être resté passif sous Fillon, avoir tenté l'évacuation, opération César en 2012, sous François Hollande, avoir organisé une tentative de sortie par le haut par la démocratie avec le référendum en 2016, a fini par céder, mais il a en même temps trouvé la parade sur les autres ZAD, les évacuer avant qu'il ne soit plus possible de le faire ou empêcher leur constitution. Alors, on peut faire l'hypothèse que Sainte-Soline se situe dans le prolongement des ZAD, avec cependant une différence, je dirais, tactique qui a une conséquence importante sur le niveau de violence, c'est que la violence des zadistes de Notre-Dame-des-Landes était défensive, elle visait plus qu'à empêcher, à freiner l'évacuation du site. Il s'agissait de garder le contrôle d'un site qu'on occupait, alors que la violence des manifestants de Sainte-Soline est offensive, puisque cette fois-ci, il s'agit de s'emparer d'un site que protègent les forces de l'ordre. Et évidemment, ça a des répercussions sur le niveau de violence. Il faut davantage de violence pour s'emparer d'un site que pour le défendre. Alors, on peut faire l'hypothèse que, deuxième remarque, que la perception de la violence des groupes d'opposants les plus radicaux par la masse des opposants au mode d'action plus pacifique est sans doute en train de changer, sous l'effet de plusieurs facteurs. Notre-Dame-des-Landes a apporté la démonstration que la violence pouvait être payante. À l'inverse, la façon dont a été évacuée à l'autre bout du pays la ZAD de Strasbourg, montée par les habitants de 2 villages sous la houlette ou la direction spirituelle et politique de leur pasteur, apporte la démonstration complémentaire. Notre-Dame-des-Landes n'a pas pu être évacuée durablement. La ZAD de Strasbourg a été évacuée en une matinée, sans résistance, sans violence. Et donc, ce que beaucoup d'acteurs de la contestation ou de sympathisants de la contestation des projets environnementaux peuvent conclure, c'est que les cocktails Molotov
sont plus efficaces que les quantiques, au moins à court terme. Alors, un autre élément qui joue, c'est la contradiction qui semble très fortement perçue dans une partie de la population, la plus mobilisable pour ce type de conflit, entre le discours de l'État sur le dérèglement climatique, sur la biodiversité, et ses actes. Et la contradiction extrêmement forte, qui notamment est manifeste dans la complaisance dont l'État fait preuve vis-à-vis de l'agro-industrie. Une agro-industrie qui se durcit dans ses positions, comme le montre l'élection à la présidence de la FNSEA d'un céréalier, président du conseil d'administration du 4e groupe agroalimentaire français, Avril Gestion. Et donc, cette connivence, cette complaisance, cette alliance est de nature à radicaliser par la colère le positionnement d'un certain nombre d'opposants. Troisième facteur, l'éco-anxiété favorise évidemment la radicalisation, c'est-à-dire le sentiment d'urgence pousse à l'action violente quand la concertation demande du temps et aboutit à des demi-mesures, à des compromis. Enfin, tout cela se produit dans un contexte de crise générale de confiance dans la démocratie, donc dans les processus de décision pacifiques, légaux, partagés et négociés. Alors, vous en conclurez probablement que je réponds oui à la question « Y a-t-il radicalisation ?» et qu'au-delà de cette réponse, j'y vois des causes qui sont structurelles et qui donc nous permettent de penser que cette radicalisation va se poursuivre ou s'amplifier. Alors, le dernier point que je voudrais aborder, je suis peut-être un peu long par rapport à ce qui était prévu, c'est la question des perspectives. Et je voudrais faire juste 2 remarques pour alimenter le débat. Je pense qu'on assiste à un glissement des thématiques de conflit, et notamment que la question de l'eau est en train de remplacer la question du nucléaire comme question environnementale emblématique de la contestation environnementale en France, celle qui fédère et qui mobilise le plus. Pourquoi ? Parce que la contestation antinucléaire en France est un échec historique, que le mouvement antinucléaire n'a jamais empêché le développement, le déploiement du parc nucléaire français et qu'il est inefficace aujourd'hui face aux projets d'EPR ou de SMR sur des sites qui sont déjà nucléarisés, et parce que l'eau, à travers les épisodes de sécheresse à répétition, des incendies de forêt dans des régions qui étaient jusque-là épargnées, a un très fort impact sur l'opinion publique qui rend concret et immédiat les effets du dérèglement climatique. De même, je pense qu'on peut faire l'hypothèse que la problématique NIMBY est en train de s'effacer ou de se diluer dans une problématique plus générale de mobilisation contre les effets du dérèglement climatique. Deuxième perspective ou hypothèse, je pense que la mise en œuvre des politiques de transition est en train de susciter un autre type de contestation, cette fois-ci du côté de ceux qui se jugent être les perdants de ces politiques de transition, périurbains, obligés d'utiliser la voiture, à qui, en fait, on ne donne comme perspective que l'achat d'un véhicule électrique qui n'est pas dans leurs moyens, agriculteurs conventionnels, empêchés d'irriguer, alors que le réchauffement et les sécheresses accroissent les besoins d'irrigation, chasseurs en concurrence avec les usagers de la nature comme loisirs ou comme réserve de biodiversité. Et je rappellerai simplement que le mouvement des Gilets jaunes, qui après s'est développé sur d'autres thématiques, mais qui a eu un impact politique absolument majeur, est né d'une mesure fiscale vertueuse du point de vue environnemental, de hausse de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, avec comme conséquence la hausse du prix du carburant. Et je pense que c'est le premier exemple
d'un nouveau type de lutte qui va se développer. Et donc, le défi auquel nous sommes confrontés comme société, et l'État et les responsables politiques plus particulièrement sont confrontés, c'est celui de la coexistence sur un même territoire, dans une même société, de ces deux mouvements de contestation contradictoires. Et donc, il me semble, pour donner un schéma un peu simple, qu'on va vers un schéma conflictuel à trois, partisans de la transition écologique versus opposants à la transition écologique, avec l'État et l'Union européenne en arbitre, en gestionnaire des tensions ou en valeur de, comment dire, je rate complètement ma conclusion, en valeur d'ajustement. Voilà ce que je voulais dire et donc j'attends vos questions, vos remarques, vos désaccords éventuellement. Merci beaucoup, Philippe, pour cette intervention. Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous résumer les contributions, s'il y a des questions déjà posées dans le chat avant de passer la parole aux personnes présentes et de vive voix? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. En tout cas, moi, je n'en vois pas. Il y a des remarques, effectivement, qui vont un petit peu dans le sens de Monsieur Subra. Donc, effectivement, vous pouvez les lire, mais je ne vois pas de questions. Sinon, effectivement, donc ces deux remarques sur le contexte actuel, un peu de radicalisation et la façon dont se répand finalement un petit peu la montée en radicalité à la fois de la réponse policière et puis des manifestants. On a l'impression que ça s'auto-alimente. Effectivement, on a tous ce sentiment, je pense. Je ne sais pas si certaines personnes voudraient prendre la parole. Je vois qu'il y a un nouveau message. Vous avez évoqué les questions de territoire. Il me semble qu'il y a également un fort impact de la temporalité dans les contestations. Veux-je répondre à cela? Oui, vous avez parlé rapidement tout à l'heure en disant qu'il y avait des moments plus ou moins favorables pour des projets. Par exemple, vous avez cité le fait que dans une période préélectorale, c'était un moment délicat. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les questions de temporalité? Alors en fait, on peut aborder cette question de la temporalité de plusieurs façons. À court terme, bon, il y a ce que je disais, il y a des périodes où il vaut mieux ne pas lancer des projets à potentiel conflictuel. Et d'ailleurs, la Commission nationale du débat public l'a compris depuis très longtemps, puisqu'il y a une sorte de pause des débats publics dans les périodes préélectorales. À court terme aussi, en fait, parce que nous vivons dans une situation de médiatisation nationale des conflits, il peut y avoir un phénomène temporel quand un projet, en fait, émerge alors qu'il y a un conflit sur un projet similaire, ou en tout cas comparable dans le territoire, ou bien quand cet autre conflit se termine par une victoire des opposants. Et donc, il y a des effets d'entraînement qui vont certainement jouer. Et puis, on peut apporter cette question de la temporalité dans le moyen et le long terme. C'est-à-dire, les conflits se situent dans un contexte qui est en évolution permanente. Celui d'une société qui est en évolution permanente. Celui d'équilibres politiques qui sont en évolution permanente, avec des échéances qui sont des élections nationales et qui peuvent changer beaucoup de choses. Avec un contexte géopolitique qui est en évolution permanente. Et donc, on a une réalité qui est à la fois territorialisée, elle est sociopolitique et elle est temporelle. Et c'est cette réalité dans laquelle se déroulent les conflits, les concertations, etc., on peut l'imaginer comme une sorte de nuage de points qui est en évolution permanente, interne et qui se déplace dans le temps. Donc la société française du début du conflit de Notre-Dame-des-Landes, évidemment pas la même
que celle de la fin du conflit. Il y a des choses qui se sont passées entre-temps. Ces choses ont en partie été créées par le conflit, mais aussi par d'autres facteurs et ont une expérience et une influence sur le déroulement du conflit. De même, la question énergétique, évidemment, qui est une source de conflits environnementaux, développement des énergies renouvelables, place du nucléaire, création de nouvelles lignes à très haute tension, accompagnant l'électrification massive de l'économie et des usages. Eh bien, cette question de l'énergie, elle est influencée dans le temps par toute une série de choses. La guerre en Ukraine, par exemple, l'a influencée de manière importante. Elle renforce la pression pour la mise en place de solutions non fossiles de production d'énergie, aussi bien les énergies renouvelables que le nucléaire. Voilà. Et donc, on est face à un contexte qui ne cesse de bouger, interne, externe, dans le temps, avec des changements qui ont une influence extrêmement importante sur les conflits. Deux autres interventions peut-être dans le chat qui ont un petit peu qui se ressemblent. Finalement, est-ce qu'à un moment on en sort de cette situation d'affrontement, c'est-à-dire voilà, qui est des divergences d'intérêts, de stratégies, ça on peut comprendre, mais est-ce qu'il y a un moment on s'assoit et on se dit bon, on se parle. Comment est-ce qu'on négocie cette transition? Alors, au niveau de projets précis, de conflits précis, évidemment, tous les conflits ne vont pas avoir le même niveau de radicalité. Et donc, on va certainement, dans les années qui viennent, pouvoir continuer à faire de la concertation sur un certain nombre de projets dans certains territoires, parce qu'on y a un niveau de conflictualité qui laisse de la place à la concertation, lui permet de fonctionner. Mais je pense que par ailleurs, il va y avoir de plus en plus de conflits où la concertation sera extrêmement difficile, sera instrumentalisée, ou tout simplement ne pourra pas se mettre en place, se développer, en tout cas dans les formes qu'on a connues jusqu'à présent, comme la réunion publique. Ça, c'est un premier élément de réponse. Si je veux prendre une énorme distance historique et donner des perspectives sur le long terme. Bon, vous savez que dans le long terme, nous sommes tous morts, disait Keynes. Moi, le premier, parce que je suis certainement un des plus âgés de l'Assemblée, mais c'est quand même intéressant le long terme. Je pense qu'il y a une représentation qui est extrêmement féconde pour comprendre ce genre de situation. C'est celle que Gramsci donnait de la crise, en expliquant qu'en fait que la crise, c'est une situation de transition entre un monde ancien, qui n'est pas encore mort, et un monde nouveau qui est seulement en train de naître. Et je pense que nous sommes exactement dans ce type de situation. Une crise de la notion d'intérêt général, qui est une notion juridiquement importante, mais surtout politiquement extrêmement forte, le bien commun, le bien pour nos sociétés, le bien pour notre espace, notre planète. Eh bien, on est passé, mais ça vous le savez tous, d'une situation de consensus dans les années 60 et encore 70, l'âge d'or de l'aménagement du territoire, consensus général sur les objectifs, moderniser, développer, équiper, l'échelle nationale et le porteur principal, l'État, de l'intérêt général, à une situation de dissensus tout aussi générale sur les objectifs, le contenu de l'intérêt général. Est-ce qu'il faut continuer à développer ou est-ce qu'il faut maintenant donner la priorité à la défense de l'environnement? Sur l'échelle, est-ce qu'il ne faut plus maintenant raisonner qu'à l'échelle planétaire ou à l'inverse à l'échelle hyperlocale? Et sur les acteurs, puisque d'autres acteurs, élus locaux, ONG, associations, se disent également porteurs, défenseurs, meilleurs défenseurs de l'intérêt général.
Donc, on est dans cette situation-là. Si nous faisons aujourd'hui de la concertation, c'est parce qu'il y a des conflits. Il y a des conflits parce qu'on est dans cette situation-là. Mais mon hypothèse, c'est qu'on va en sortir. Je suis absolument incapable de vous dire à quelle échéance, mais progressivement, parce qu'on va reconstruire un nouveau consensus sur une autre base, qui ne sera plus aménagiste, mais protectionniste de l'environnement. Je pense personnellement, mais là je suis dans la dimension hypothèse, pas démonstration du travail scientifique. Je pense personnellement que la puissance de la crise écologique dans laquelle nous sommes entrés est telle qu'elle va finir par déboucher sur un nouveau consensus. Mais quand? Comment? Par le conflit. Et accompagné de conflits. Et donc, alors, c'est pas... peut-être que je casse un peu l'ambiance, mais j'ai cru comprendre que l'ambiance en matière de concertation n'était pas au top non plus. Mais mon hypothèse personnellement, c'est qu'on est entré dans une phase qui va se poursuivre, qui va connaître d'autres formes, avec d'autres formes de contestation. Peut-être qu'il y aura un jour d'ailleurs du terrorisme écologique, de l'écoterrorisme. Pour le moment, il n'y en a pas, je l'ai dit. C'est un abus de langage. Mais peut-être que demain, il y en aura. Peut-être qu'on va vers une société qui va traverser une phase de grande division autour de ces enjeux-là. Qu'est-ce qu'on fait? À quel rythme? Qui paye? Est-ce qu'on peut continuer à faire de l'agriculture conventionnelle? Est-ce qu'on peut continuer à irriguer? Est-ce qu'on peut continuer à chasser et à détruire des milieux naturels? Je pense que le conflit autour de ces enjeux-là va se durcir. Et c'est à la fois, ça donne une situation qui est à la fois qui est extrêmement conflictuelle, mais qui est absolument passionnante. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où l'histoire se fait. Alors, vous, en tant que professionnel de la concertation, vous n'êtes pas à la place la plus confortable. C'est-à-dire que votre champ d'action, à mon avis, a tendance à se réduire. Et en même temps, si on veut que tout cela ne débouche pas sur un affrontement majeur, il faut réintroduire du débat, de l'échange. C'est la seule façon d'amener l'ensemble de la société dans ce chemin-là. Mais c'est un sacré défi. Merci Philippe. On a une question dans la salle de Maëlys Créache et peut-être aussi donner la parole à Elsa Bonal pour expliciter sa vision exprimée dans le chat. Maëlys? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on ne vous Super. voit pas. Ah, oui, hop, je vais vous mettre la vidéo. C'est encore mieux. Je suis en extérieur, désolée. Déjà, je voulais vous remercier pour votre intervention. Et moi, j'ai une petite question. Je suis doctorante au laboratoire géoarchitecture à Brest. Et ma thèse porte sur les mobilisations et la manière dont ils impactent et influencent les pratiques des aménageurs. Et donc, votre propos était tout à fait intéressant dans ce sens-là. Et ma question, du coup, elle porte plutôt sur les gens qui ne se mobilisent pas aujourd'hui. D'après ce que j'ai compris, en fait, dans votre compréhension, vous avez quand même une vision avec des acteurs qui sont assez actifs dans les conflits. Et du coup, moi, ça m'interroge plus particulièrement sur les personnes qui ne le sont pas aujourd'hui, mais qui pourraient peut-être l'être demain. Et du coup, je me questionne sur le rôle de la participation citoyenne dans ce cadre-là et sur le fait qu'en fait, peut-être la participation citoyenne pourrait permettre de prendre la mesure de nouvelles personnes qui pourraient se mobiliser dans le futur et en fait prendre le pouls un petit peu finalement de la société au travers du débat. Donc, je voulais avoir un petit peu votre avis sur cette question et savoir si vous aviez ou des travaux ou si d'autres personnes que vous connaissez peut-être avaient effectué des travaux sur ces questions-là. Merci. Alors moi, je n'ai pas effectué de travaux là-dessus, mes doctorants non plus.
Bon, comme tout professionnel de la concertation, là, même si c'est en tant que chercheuse, vous savez que, parce que c'est maintenant hyper connu, que un des problèmes que rencontre la concertation, c'est qu'elle ne mobilise qu'une petite partie de la population et qu'elle mobilise en général davantage les opposants au projet que les partisans, et pas dans la même énergie. C'est-à-dire les partisans sont souvent là, ès-qualité professionnelle. Les gens qui vont profiter d'un projet, par exemple, qui vont trouver un emploi, parce qu'il y aura du dynamisme économique, ben, ne le savent pas et donc ne sont pas là. Et donc, on a très souvent des réunions publiques où il y a, d'une part, des opposants gonflés à bloc parce qu'ils ont une idée très précise de ce qu'ils vont perdre ou de ce que la société va perdre. Et puis, de l'autre côté, des institutionnels qui sont là parce qu'ils sont payés pour être là, même s'ils croient au projet. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, les praticiens de la concertation ont développé des pratiques, je pense notamment à Île-de-France Mobilité, que je connais bien, pour aller au-devant d'une population qui ne vient pas aux réunions publiques. Alors, je n'ai pas bien compris si votre question est comment les faire venir aux réunions publiques, ou bien si elle est, est-ce que la concertation peut être un moyen de faire prendre conscience pour ou contre le projet à des populations qui, pour le moment, ne s'y intéressent pas, de l'enjeu pour elles et pour la société en général, des projets qui sont en débat. Alors, en fait, ma question, elle est plutôt sur est-ce que l'une des problématiques de ces réunions de concertation, c'est pas justement le fait qu'elles soient axées sur des objectifs qui sont liés au projet et qu'en fait, du coup, par ces objectifs-là, elles mobilisent que des personnes qui sont forcément intéressées par le projet en lui-même et qu'en fait, peut-être l'une des possibilités serait de modifier un petit peu cette vision de la participation pour avoir des objectifs qui sont moins axés sur le projet que sur le processus démocratique qu'il constitue en lui-même. Et sur justement le fait que ce soit un objet de débat de manière générale, peut-être plus largement que sur le projet en lui-même. Alors, une façon dont je peux répondre à votre questionnement, c'est l'idée de projet de territoire. Bon, tout le monde sait que les élus sont souvent assez mal à l'aise avec la démocratie participative, qu'ils perçoivent comme une démocratie concurrente, une légitimité politique concurrente, et puis un certain nombre d'associations d'ailleurs jouent là-dessus. Je pense que la voie de sortie par rapport à ça, c'est d'inscrire le projet dans un débat plus général, alors pas forcément permanent, mais en tout cas durable, avec les acteurs du territoire, la population, les entreprises, les chambres de commerce, les associations, les autres élus locaux, etc., sur le projet de territoire. Est-ce que le projet d'infrastructure dont on débat dans le débat public ou dans la réunion de concertation va dans le sens d'un projet de territoire? Encore faut-il, pour avoir ce genre de débat, qu'il y ait un débat sur le projet de territoire. Et ça, je pense que c'est une façon de raccrocher beaucoup plus de gens, alors pas forcément des habitants lambda, mais en tout cas beaucoup d'acteurs, et de les faire dialoguer de manière plus aisée, avec plus de marge de manœuvre, parce que les positions sont moins tranchées. Hein. Donc réunir des acteurs, là on peut imaginer qu'on utilise des pratiques de la conférence citoyenne sur le climat. On pourrait imaginer de tirer au sort des citoyens d'un territoire et d'avoir une instance qui se réunit pendant un certain temps, auditionne des experts et aboutisse à un projet de territoire assez largement partagé entre les acteurs du territoire. Et à partir du moment où on a ce type de cadre, qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire à l'échéance 2035, 2050, etc. À quoi on veut qu'il ressemble? Quelle place, par exemple, aux différents usages de l'eau
sur notre territoire? Eh bien, je pense qu'on donne un sens beaucoup plus large au débat qu'il peut y avoir sur un projet précis. Et puis, on résout aussi par le haut la question de la légitimité des élus, parce que du coup, la principale fonction des élus est d'animer, de tirer les conclusions et de mettre en œuvre ce débat sur le projet de territoire. Oui, tout à fait. Juste si je peux pas forcément questionner, mais ajouter peut-être quelque chose. Moi, j'ai un cas d'étude qui va un petit peu dans le sens de ce propos sur un territoire où il y a très peu de conflits sur des projets en lui-même, mais en revanche, énormément de débats sur le projet de territoire. Et en fait, l'impression que ça laisse entendre, il faut encore que j'approfondisse un petit peu ces recherches-là, c'est que finalement, ce projet de territoire, il condense suffisamment de discussions pour en fait créer un espace où les oppositions s'affrontent. Et en fait, elle décale du coup les oppositions qui peuvent être sur des projets particuliers à des discussions et des échanges sur un projet de territoire plus large. Donc, ça va un petit peu dans le Alors, sens cette de solution, elle a aussi deux avantages. Je veux dire, techniquement, elle permet de sortir d'un affrontement pour ou contre un projet précis, ouais, en envisageant des deals, finalement, où voilà, on prend en compte l'usage de l'eau que les conchyliculteurs vont avoir, les irrigants aussi, les écologistes ou les pêcheurs soucieux de l'étiage des rivières. Et on adopte ensemble un certain nombre de règles et de dispositifs qui permettent de faire coexister, au prix de compromis de chacun, ces usages concurrents. Le deuxième intérêt, c'est quand même que ça apporte une forme de réponse à la crise démocratique. En ancrant le débat public sur des enjeux qui sont concrets pour la population et en lui permettant d'intervenir autrement que par le vote sur ces questions-là. Donc la démocratie participative, je pense, est une solution à condition qu'elle soit articulée avec la démocratie représentative et éventuellement d'ailleurs avec la démocratie directe des référendums locaux. Elle est une réponse à la crise démocratique. Pas la seule, pas suffisante, mais nécessaire. Je propose de donner la parole à Elsa Bonal qui souhaitait prendre la parole et ensuite à Élise Pro. Elsa? Oui, bonjour. Pour activer la caméra, mais aussi le son. Sinon, ça ne marche pas. Merci beaucoup. C'est régalant autant ce qui se dit, ce qui s'entend que ce qui s'écrit. Alors, je pense que vous me donnez la parole suite à ma contribution dans le chat, où je disais aller puiser, enfin, ce que je trouvais très intéressant, c'était ce que vous avez lancé au tout début, là, pour dire une démarche scientifique, c'est une démarche qui vise à essayer de comprendre. Et je trouve assez intéressant que dans nos dispositifs de concertation, de dialogue territorial, ça soit justement la posture qu'on propose à chacun d'adopter, c'est-à-dire essayer de comprendre l'autre, essayer de comprendre le point de vue de l'autre, essayer de comprendre l'usage de l'autre, essayer de comprendre le besoin de l'autre. Et je trouve ça intéressant comme préalable à votre conférence. Alors, je m'interrogeais dans le sens où adopter une lecture géopolitique, c'est aussi faire le choix de certaines lunettes scientifiques. Et il me semble que la géopolitique est très liée à une certaine lunette, une certaine vision historique du monde qui correspond à une société coloniale, une société où des empires ont été construits pour exploiter des ressources et pour exploiter le plus de ressources à plus d'endroits de la planète. Et ça, en fait, je ne voudrais pas, il me semble, différencier en fait une vision historique qui appartient à une certaine dominante de pouvoir et superposer ça en fait à la vie des hommes qui est beaucoup plus polysémique et beaucoup plus complexe. Et depuis l'aube de l'humanité, il y a de la conflictualité dans l'usage qu'on fait d'une colline, d'une ressource, etc. Et depuis l'aube de l'humanité, il y a des coopérations conflictuelles entre des sociétés qui s'organisent, qui débattent, qui dialoguent, qui disputent, voilà. Et ça fait partie de nos vies depuis toujours, quoi. Donc, je dirais,
je dirais qu'il y a aussi des lectures alternatives, non pas que je veuille vous empêcher une vision géopolitique du monde, mais je me dis que vous avez sans doute des choses à nous dire pour ne pas effacer en fait cette emprise historique, quoi, en fait, ce déterminisme d'un certain rapport au monde construit dans la tête de certains dominants et qui ont tendance du coup à simplifier. Du coup, ça a tendance à simplifier parce que il y a la vision du dominant et puis il y a la vision de celui qui est du point de vue du dominant, celui qui s'oppose à sa domination. Et donc, on a une simplification là, de la lecture de ce qui se passe sur ces territoires conflictuels, alors que dans nos démocraties, eh bien, on sait très bien qu'il y a des institutions qui se disent au pluriel, où il y a de la conflictualité entre les institutions, entre les projets qu'ils ont, que ces différentes institutions. On sait qu'il y a beaucoup de conflits entre l'État et les collectivités territoriales, entre aussi, on parle des fameux corps intermédiaires, hein, sur lesquels le gouvernement a un certain pouvoir d'effacement. On a une vision critique de ce que de politique gouvernementale qui tendent à effacer certains corps intermédiaires. Et donc je me dis que il y a une conflictualité inhérente à nos vies démocratiques, mais qui est déjà là, quoi, qui est déjà opératoire. Et du coup, je me permets aussi un commentaire. Donc ça, c'était une réflexion plus et voir ce que vous pouviez en dire. Et puis un commentaire par rapport à ce qui est dit sur cette démocratie continue, hein, ce dialogue continu sur les territoires qui serait permis par des projets de territoire. Et là-dessus, je voudrais là encore avoir une vision critique, non pas pour casser l'ambiance, mais juste pour stimuler la réflexion. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de conseils de développement qui ont beaucoup de mal à prouver l'intérêt de leur démarche, parce qu'en fait, des citoyens qui se retrouvent à pouvoir débattre de tout, eh ben, finalement, débattent de rien. Et que les mandats qui leur sont donnés, il est difficile pour des élus de donner des mandats à un conseil de citoyens, alors qu'il y a justement toutes ces institutions légitimes, hein, issues de la démocratie, soit issues de la délégation de pouvoir de la démocratie représentative, mais soit aussi issues de toutes ces institutions qui organisent l'action sur les territoires. Et du coup, il y a quand même pas mal de conseils de développement qui sont assez empêchés, pour trouver une certaine utilité sociale, voire pour fonctionner dans la durée, hein, avec des citoyens qui se détournent, parce qu'au bout d'un moment, ils disent oh, moi, le conseil de développement, je ne sais pas, on discute de rien, de tout et de rien, et j'ai l'impression de perdre mon temps. Et du coup, une deuxième vision critique qui est que j'ai animé la convention citoyenne de Clermont-Ferrand, qui était une grosse convention citoyenne importante sur la transition écologique, sociale et démocratique. Et là où j'ai été à la fois absolument stimulée et passionnée par la diversité, enfin, mais parce que la collectivité s'était vraiment dotée d'un processus très rigoureux pour mobiliser les citoyens. Donc, moi, il y avait une diversité incroyable de citoyens autour de la table. C'était la première fois que dans mon parcours professionnel, qui a été pourtant dédié à ces démarches de dialogue, c'est la première fois que je voyais les mêmes gens que je croisais dans la rue, que je les voyais là réunis. Hein, justement, on avait là, pour le coup, une vraie diversité sociale qui était réunie. Mais le biais qu'il y a une convention citoyenne, dont l'objet est pourtant de travailler d'être consulté sur un projet de territoire, c'est qu'on ne pense pas de la même manière quand on me demande un avis sur un sujet, quand on me demande des idées sur un sujet. Je ne vais pas du tout penser de la même manière que si vous me demandez de débattre de la cour là qu'il y a juste en bas de chez moi et de est-ce que les arbres qui sont là, est-ce qu'on les préserve, qu'est-ce qu'on fait de la bétonisation qu'il y a autour. Et je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes postures et les mêmes engagements dans des dispositifs de dialogue si on est sur le débat d'idées ou si on est sur un dialogue autour des besoins et des besoins qui ne peuvent pas faire autrement que de porter leur lot de conflictualité en eux. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Pardon. Oh, c'était très intéressant. Alors, bon, d'abord, je ne me reconnais pas du tout dans la généalogie de la géopolitique que vous donnez.
la géopolitique telle qu'on la pratique en France, notamment à travers cette revue dont je parlais tout à l'heure, Hérodote, c'est une géopolitique qui est d'abord réapparue récemment, dans les années 70, mais qui avait existé dans l'entre-guerres, qui n'a rien à voir avec d'autres chercheurs géopolitiques anglo-saxons ou allemands qui ont pu exister, qui n'est pas au service des dominants, en tout cas qui ne l'est pas plus, c'est-à-dire elle peut être utilisée par les dominants, mais elle peut être utilisée par les dominés aussi. Elle a un objectif, c'est rendre intelligibles des situations de conflit. Et la compréhension des situations de conflit, elle peut être utilisée par l'un ou l'autre camp. Évidemment, les gens qui font de la géopolitique, les individus comme moi, ont des opinions politiques, etc. Mais on est quand on travaille, dans une forme de schizophrénie, avec une partie du cerveau qui résonne, comme si on n'avait pas d'opinion ou de choix politique. Deuxième remarque, en fait, moi je me bats pour faire passer l'idée que l'absence de conflit, c'est un objet pour la géopolitique. C'est-à-dire comprendre pourquoi soit un conflit n'émerge pas, ce qui peut être une question de rapport de force ou d'absence d'adversaire, soit il est dépassé par un processus qui permet de pacifier la situation et d'obtenir des compromis, c'est une question que je trouve extrêmement intéressante. Prévenir, apaiser ou sortir du conflit, ce sont des questions géopolitiques qui interrogent les stratégies des acteurs, leur rapport de force, les moyens d'action, leur représentation, tout ce qui se passe. Donc pour moi, par exemple, dans un conflit, le moment du débat public ou de la concertation qui peut amener un certain apaisement temporaire comme une parenthèse dans le conflit, ce n'est pas un moment hors conflit, c'est un moment du conflit, un moment différent, spécifique. Alors, par contre, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque sur les conseils de développement, qui sont assez largement, finalement, pour l'expérience que j'en ai, parce que je suis intervenu plusieurs fois devant des conseils de développement, des structures qui tournent un peu à vide. Mais justement, quelle est la façon de mener de manière efficace, pleine, un débat local autour du projet de territoire? C'est de ne pas discuter en général de ce qui est bien. La lutte contre le dérèglement climatique, c'est bien. Reverdir, végétaliser, c'est bien. Développer les transports en commun, c'est bien. OK, on n'a pas besoin d'un débat avec les citoyens pour le savoir, en fait. Je pense que le consensus est assez avancé. Mais c'est de discuter sur du concret. C'est-à-dire le projet de territoire dont je parlais tout à l'heure, ce sont des objets concrets. Comment on répartit l'eau? Comment on répartit les investissements en matière de transport entre transport collectif et route? Comment on gère l'objectif de zéro artificialisation nette du sol, en tout cas d'une diminution progressive et assez rapide de la consommation d'espaces agricoles ou naturels, à partir de projets concrets? Est-ce qu'on fait cette zone d'activité? Est-ce qu'on accepte l'usine Bridor près de Rennes ou pas? Hein? Objet de conflit, objet de débat sur ce qu'on veut du territoire. Quelle place donner à l'objectif de réindustrialisation, de création d'emplois, de lutte contre le chômage, qui est légitime pour une grande partie de la société et des décideurs, et quelle place on donne à d'autres objectifs qui, dans leur mise en œuvre, sont contradictoires avec celui-là? Comment on tranche? Pour que le débat ne tourne pas à vide, il faut qu'il ait comme objectif de trancher sur des questions concrètes. Est-ce que Élise Pro souhaitait prendre la parole ou la main Oui, du coup, vous venez de finir un peu sur une des réflexions que j'avais. Donc moi, je suis chef de projet aménagement depuis une grosse dizaine d'années. Et c'est vrai que cette question du rapport au temps que j'évoquais dans le chat tout à l'heure, pour moi, elle croise ce que vous venez d'évoquer sur finalement à quelle échelle, / à quel moment des projets on sollicite les gens.
Et effectivement, pour moi, les élus font partie des citoyens, en fait. C'est la vraie question, c'est comment on informe et comment on associe. Les élus, les autres citoyens font partie d'une même famille, des gens qui habitent une ville. Et c'est cette question de la disponibilité qui me semble être un peu au cœur de la question finalement des instances que vous évoquiez, le renouvellement des instances, puisqu'on demande aux gens d'être disponibles pour de la concertation. Or, on sait que ça prend du temps. Les élus eux-mêmes voient bien qu'il manque de temps. Et en réalité, c'est autour de cette question-là, j'ai l'impression qu'il y a effectivement une forme de cristallisation de cette contradiction que vous avez évoquée dans le début de votre présentation, à savoir finalement, c'est des enjeux centraux dans lesquels les gens ont envie d'être investis et s'intéressent, tout en étant toujours à la peine de trouver le bon moment pour les faire participer. Et du coup, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, effectivement, dans les projets d'aménagement, on sent bien qu'il y a des moments où on associe les gens sur un cadre donné de concertation et dans lesquels c'est souvent intéressant. Hein. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas jeter tout par la fenêtre. Mais il y a effectivement aussi cette remise en question du cadre qui leur est proposé. Et du coup, c'est ça qui est quand même toujours questionnant sur finalement, est-ce qu'on fait participer des gens sur une année sur un objet extrêmement précis et dans lequel ils vont finalement apprendre des choses, progresser sur leurs propres compétences en termes de champ de sujets territoriaux et en même temps abonder le projet, mais aussi effectivement à des plus grandes échelles, comment on utilise ça pour faire évoluer un peu les lignes. Je pense que vous l'avez dit, hein, finalement, on trouvera des solutions au moment où on aura à nouveau un consensus sur les grandes orientations. Moi, une des grandes difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la mise en harmonie de l'ensemble des politiques publiques. Et finalement, tant qu'on n'en a pas une qui prendra le devant, et en l'occurrence, la question écologique, on le sent bien, va être proéminente dans les prochaines années, tant que les autres continuent de devoir s'imposer dans la discussion, on voit bien que là, ça va être très compliqué. Et du coup, effectivement, ce rapport au temps, moi, je l'évoquais aussi parce qu'on a à la fois des projets qui, à un moment donné, vont solliciter des gens sur un temps très court et très précis, et en même temps, des documents d'urbanisme et des projets d'urbanisme qui s'étendent sur 5 à 10 ans. Donc, effectivement, entre le moment où on l'a conçu et le moment où il se réalise vraiment, ben, voilà, il y a quasiment une demi-génération qui s'est passée. En tout cas, merci parce que les conclusions étaient effectivement pas heureuses, mais réjouissantes quand même comme présentation. Alors, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est l'important, ce n'est pas que toute la population participe. Un, c'est impossible. Deux, je ne suis pas sûr que ça apporterait grand-chose en plus. L'important, c'est que tous ceux qui veulent participer et que tous les points de vue soient présents. Que tous ceux qui veulent participer puissent participer, qu'il n'y ait pas de frustration par rapport à ça. Qu'ils soient écoutés, qu'ils aient le sentiment qu'on respecte leurs paroles, qu'on écoute leurs arguments, et que par ailleurs, il n'y ait pas de point de vue qui soit absent du débat, qui aurait été utile. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est intéressant? Ce n'est même pas la question de la démocratie, c'est la question de ce qu'on fait et de ce qu'on a comme évolution de la société et du territoire. C'est ça la vraie question fondamentale. Est-ce qu'on va griller ou pas? Est-ce qu'on va être dans un monde où il n'y aura plus de biodiversité ou pas? La démocratie, c'est une question extrêmement importante, mais elle est finalement secondaire par rapport à cette question-là. Donc, il faut qu'on ait des points de vue, il faut qu'on ait des débats. Effectivement, après, la difficulté, c'est la difficulté de la mise en œuvre, de la logistique, de l'agencement, de l'animation sur un temps relativement long, de procédures qui peuvent apparaître comme des procédures ponctuelles. C'est-à-dire, on a un débat sur le PLU, puis on a un débat, une concertation sur tel ou tel projet. Il s'est écoulé 18 mois entre les deux, il ne s'est rien passé. On ne tient pas forcément compte dans le deuxième débat de ce qui a été dit dans le premier. Et donc, il faut réintroduire de la continuité là-dedans. C'est-à-dire que les citoyens ou les acteurs collectifs qui le souhaitent aient le sentiment qu'ils sont dans une démarche permanente avec des moments où il ne se passe rien,
parce qu'il n'y a pas lieu qu'on débatte, mais cohérente autour du projet de territoire. Et que ce projet de territoire, en plus, il est pensé en fonction d'autres échelles territoriales jusqu'à la planète. Donc on va de projets et de débats sur des objets très petits, très précis. Comment on végétalise telle place, par exemple, à un enjeu planétaire. Et au milieu de ça, il y a quelque chose qui parle aux gens parce que c'est le territoire tel qu'ils le vivent, c'est le projet de territoire, qui doit être cohérent dans sa déclinaison dans des actions concrètes et aussi avec des enjeux qui sont planétaires, nationaux, européens et planétaires. Voilà. Et donc, c'est là que les élus jouent un rôle extrêmement important. C'est-à-dire, c'est à eux de porter cette cohérence dans le temps de leur mandat. C'est à eux de se référer dans les campagnes électorales à cette démarche-là, à ces objectifs-là. Et c'est à eux de convaincre le maximum de participants parmi leurs concitoyens qu'il y a des bonnes raisons, un intérêt à participer à des réunions parce que ça n'est pas des réunions pour la forme, ce n'est pas un truc qui tourne à vide, il y aura des conséquences, ça sera pris en compte, il y a des objets concrets au final derrière ça. Merci Philippe. Je propose de donner la parole à Marie Hérault et ensuite il sera temps de conclure. Il est plus de midi. Marie, vous souhaitiez prendre la parole. Je voulais juste dire que en fait, moi j'ai le sentiment qu'il y a aussi des difficultés parce qu'il y a des sujets sur les territoires qui sont difficiles à porter par les territoires parce que la limite de la compétence ou de la réglementation fait que certains territoires souhaiteraient s'approprier des sujets, les mettre sur la table, mais en fait, ils n'en ont pas les moyens. Et moi, j'ai l'impression, alors nous, on est plutôt sur les territoires dont vous parlez, Sainte-Soline et tout ça, que la radicalisation, elle vient aussi de là. C'est-à-dire qu'ils ont beau essayer de participer à des espaces qu'on peut mettre en place, en fait, ces espaces-là n'ont pas les moyens d'agir au niveau où eux souhaiteraient qu'on agisse, enfin souhaiteraient que le commanditaire agisse, c'est-à-dire que l'exemple typique de l'agriculture, et pour moi c'est parce que justement l'État ne met pas en place d'espace de discussion sur ce modèle agricole que certains souhaiteraient voir évoluer, qu'ils vont dans les instances, dans les territoires, mais où les territoires ont peu, voire pas de pouvoir pour vraiment faire des évolutions comme le souhaiteraient les acteurs et qui finissent par se radicaliser parce qu'ils ne se sentent pas entendus, ils ne se sentent pas compris et parce que ça n'a pas l'ampleur de ce qu'ils voudraient voir travailler. Donc, moi, je l'explique aussi sur ça, c'est-à-dire qu'à un moment, il manque certains échelons de dialogue pour que des sujets plus larges soient travaillés et que ce ne soit pas juste des consultations en ligne, que ce soit d'autres modalités où ils aient vraiment le sentiment qu'il y a un vrai débat autour du sujet et des vraies orientations, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec votre constat. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de véritable débat sur ce que doit être l'agriculture maintenant et dans l'avenir, sur le changement de modèle agricole? Ben, simplement parce que les partisans du modèle agricole existant, majoritaire, l'agriculture conventionnelle, s'y opposent et avec une grande efficacité. Ça, c'est très géopolitique. Ils veulent continuer à utiliser le territoire dont ils ont besoin pour produire, pour continuer à produire de la même façon. Et ils utilisent des tas de moyens qui relèvent des actions de lobbying, du réseau, la proximité politique, etc., de la communication aussi, pour maintenir ces positions-là. Voilà. Donc, tant qu'une force supérieure ne les obligera pas à évoluer, qu'elles viennent du monde politique, qu'elles viennent de la société, qu'elles viennent de la consommation des Français, eh bien, ils continueront à le faire. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas. Ils sont dans leur logique. Je vous propose de conclure en remerciant tout d'abord Philippe Subra et l'ensemble des intervenants présents qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner pendant ce webinaire. Donc, je vous rappelle que le compte-rendu de ce webinaire sera mis en ligne
Le replay sera également disponible. Je propose de donner la parole, le mot de la fin à Pierre-Yves, qui est le délégué général de l'Institut. Vas-y, Pierre-Yves. Merci Christophe. Écoutez, j'ai rien de plus à ajouter, sauf que ce parcours que nous avons initié de réflexion sur la question des conflits va se poursuivre après l'été. Nous envisageons de rentrer là dans du concret à travers des retours d'expérience. Si certains d'entre vous ici souhaitaient faire état d'un retour d'expérience qui vous semble instructif pour la communauté des praticiens, vous êtes bienvenus. Vous signalez, soit dans le chat, là maintenant, vous avez encore une minute, soit vous nous contactez par mail. Mais on va se réunir très prochainement, le petit comité de pilotage de ce chantier, pour organiser une série de retours d'expérience. Alors après, est-ce que ça sera en présentiel ou en distanciel, on va voir. C'est pas encore décidé, mais on essaiera de creuser un certain nombre de cas qui nous permettront de rentrer dans du concret. Voilà. Merci à Philippe Subra pour son intervention. Merci à vous tous. On n'a pas pu tout reprendre ce qui est dans le chat, mais tout ça va rester noté. Il y aura un compte-rendu qui sera fait. Et puis, il y aura évidemment le replay qui sera disponible dans quelques jours. Je vois que Elsa lève la main. Elsa, tu veux dire un petit au revoir Ah non, je ne levais pas la main, j'applaudissais. Ah, elle applaudit. Bon, bah écoutez. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.